Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Cette semaine, je reçois Mme Lise Langlois et messieurs Éric Girard et Jean-Pierre Caron de la clinique Opéra MD à Québec. Pour ceux qui écoutent le balado, vous vous rappellerez que j'ai reçu il y a quelques semaines Dr Daniel Lapointe, président de la clinique Opéra MD. Je voulais rencontrer Lise, Éric et Jean-Pierre pour connaître leur vie avant et après Opéra et connaître également les raisons de leur choix. Pour mes trois invités, la décision de quitter le réseau public s'est faite à des moments et pour des raisons différentes, mais dans les trois cas, des éléments communs existent. En écoutant mes trois invités, vous découvrirez trois personnes qui ont à cœur le réseau de la santé, mais qui ont quitté, peut-être un peu à regret dans certains cas, pour pouvoir s'épanouir pleinement au plan professionnel. Nous sommes loin du cliché mercantiliste qui circule parfois et près d'humains qui se vouent sans limite aux soins de l'autre. Bonne écoute. Éric, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Lise. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on est dans les bureaux d'Opéra MD à Québec. En fin de programme, tout le monde a terminé sa journée. Il y a quelques semaines, j'avais eu Daniel Lapointe en entrevue, qui est votre patron. Alors là, je me disais, si Daniel, c'est le bon Dieu, toi, Lise, tu serais le Saint-Esprit. Peut-être Marie. Alors, je vous remercie. Vous avez chacun des tâches différentes à Opéra. Vous avez tous quitté le secteur public pour aller vers le secteur privé à différents moments pour différentes raisons. Puis, je voulais discuter de ça avec vous. Fait que je vous remercie beaucoup d'abord d'être là. Puis, je dois dire que moi, ma vision même du secteur privé change au cours du temps, donc on aura sûrement l'occasion d'en discuter. On va faire un petit tour de table. Éric, d'abord, Éric Girard, donc tes fonctions ici chez Opéra MD. Ben moi, depuis que je suis rentré au départ, j'étais en stérilisation, puis depuis quelques temps, je suis responsable de l'approvisionnement chez Opéra. OK. Donc plus de tâches que ce que tu pouvais avoir à l'hôpital Saint-François d'Assise. Ben, différent du moins. À l'hôpital Saint-François d'Assise, j'ai été préposé aux bénéficiaires pendant 18 ans, sur les étages et au bloc opératoire. Quand je suis arrivé ici, Jean-Pierre m'a donné toutes les bonnes bases pour starter en stérilisation. Puis par la suite, il me voyait dans d'autres tâches qui font mon affaire. Là. C'est vraiment un nouveau défi, puis c'est vraiment cool. Ah, c'est bien. Toi, Jean-Pierre, tes fonctions ici chez Opéra? Directeur technique. Donc, je supervise, plutôt, je fais tout ce que le docteur et Lise, l'infirmière-chef, ne fait pas. Donc, je m'occupe de la stérilisation, l'entretien préventif, tout ce qui brise. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pas, mais qui est dans le bloc puis qu'il faut qu'il fonctionne. Qui est essentiel. Oui, ça, c'est sûr. Puis avant qu'on commence, tout à l'heure, on discutait un petit peu de ton rôle, ta vie avant, puis ta vie maintenant, puis tu avais l'air à trouver que c'était peut-être plus valorisant. Oui, que ça c'est sûr, parce que moi, j'ai fait 15 ans à Saint-François d'Assise, donc préposé. T'es dans ton milieu, on te pose pas de questions, on te demande pas tes points de vue. Donc, tu travailles à tous les jours, t'es bon, t'es fonctionnel, mais ça va pas plus loin que ça. Donc, puis ça va rester là toute ta vie si tu restes là. Donc, à quelque part, la différence d'ici, c'est que je fais partie du trio en administration là, avec Daniel, Lise puis moi. Puis on décide tout à trois, on avance à trois. Donc Lise va prendre mon opinion, je vais prendre son opinion. Puis donc ça a un impact dans le bonheur du travail parce que j'ai mon mot à dire dans l'avenir, le quotidien. Alors dans la Sainte Trinité, si Lise est le Saint-Esprit, toi tu serais le Fils. Oui, Jésus, j'aime ça.
Et toi, Lise, ton rôle ici Alors, moi, mon titre, c'est directrice clinique, donc tout à fait. Alors, infirmière-chef, naturellement. Chez Opéra, écoutez, moi, c'est sûr que c'est moi qui fais l'embauche de tout le personnel. C'est moi qui fais les programmes opératoires, qui planifie aussi l'agenda là, annuel pour les mois, pour les médecins, à savoir quand est-ce qu'ils vont venir opérer chez nous. Okay. C'est vraiment moi la référence là, autant pour les médecins, le personnel. Je suis toujours le soutien là, pour tout le monde là, ici. OK. Puis j'ai l'impression que dans le groupe, c'est toi qui as rejoint le secteur privé depuis le plus longtemps parce que tu étais au CHUL à l'époque, puis tu avais traversé la rue. Je dirais que moi et Jean-Pierre, on était là pas mal en même temps. Okay. Nous, on a travaillé ensemble à la Cité médicale, au bloc opératoire là-bas. On avait un petit peu les mêmes rôles qu'ici. Puis, fait que c'est là-bas que nous, on s'est connus. Là. OK. Puis si on commençait par toi, pourquoi quitter le réseau public pour aller dans le privé? Je dirais que j'ai donné beaucoup. Hein. J'ai donné 17 ans de bloc opératoire. Mes dernières années qui ont été au CHUL. Moi, je suis une fille de la Côte-Nord, mais là, les dernières années ont été ici à Québec, au CHUL. Je travaillais du lundi au vendredi, à faire des gardes du lundi au vendredi également. C'est l'épuisement qui m'a fait sortir du milieu. Okay. On n'a pas compris, je pense, mes besoins. OK. Le CHUL, le souvenir que j'en ai à l'époque, on rentre dans la micro-gestion, mais l'horaire était, il me semble, épouvantable pour les filles de soir. Épouvantable. Qui étaient tout le temps de garde la nuit. Oui. Donc, vous pouviez travailler 16 heures sur 24, 5 jours par semaine. Tout à fait. Puis là, tu arrives chez toi à 8 heures le matin, naturellement. Les gens commencent à faire leur pelouse. Ça n'arrête pas la construction. Fait que les heures de sommeil sont assez pénibles. 2-3 heures, puis tu te réveilles avec un mal de tête, puis c'est le temps de recommencer. Toi, Jean-Pierre, pourquoi avoir quitté? Moi, la Cité médicale, je cherchais quelqu'un pour comment... Moi, je venais de finir mon cours en retraitement des dispositifs médicaux. Puis ils sont venus me chercher parce qu'ils voulaient passer l'agrément puis ils ne savaient pas comment. Donc, ils ne connaissaient pas les normes CSA par rapport à la stérilisation, bloc opératoire. Donc, je suis allé les aider là-dedans. Puis après ça, ils m'ont dit, ça te tente-tu de rester pour faire de la stérilisation, gérer la stérilisation? Donc, je suis resté là 5-6 ans. C'est là que j'ai connu Lise. On a travaillé 5-6 ans ensemble à la Cité médicale. Donc, ça a été au départ un projet par rapport à mon cours. Je voulais faire d'autres choses. Moi, je voulais comme participer aux décisions, participer au changement pour que ça aille mieux, puis toute la quête. Donc, c'est quelque chose que à l'hôpital, comme je disais, on ne peut pas faire ça. Il y a une infirmière qui gère, qui étudie plus que moi, puis qu'ils vont demander aux personnels qui ont des bacs, mettons, mais ils ne demanderont pas aux personnes sur le plancher. Puis, si je ne me trompe pas, tu as aussi un petit côté homme d'affaires, d'une compagnie... Oui, j'ai Solutions Stérilisation, exactement, qui part justement de l'idée, ça vient de la Cité médicale, parce que je me disais, mon Dieu, on pourrait utiliser la stérilisation qu'on a là, puis on pourrait prendre toutes les petites cliniques qui stérilisent mal, parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça, prendre une belle place où c'est fonctionnel, prendre le stock, le stériliser, puis le retourner. Donc, c'est un peu ça, Solutions Stérilisation. Puis de la consultation aussi. Genre de sous-traitance, finalement. Oui, exactement. Parce que toutes les GMF, selon moi, auraient besoin d'utiliser un système comme ça pour bien stériliser. Ça évite à une petite clinique d'être obligé de s'équiper, là, parce que c'est quand même assez dispendieux. Puis surtout comprendre, parce que souvent, c'est une personne qui, tu sais, c'est l'infirmière qui vont lui dire « Toi, il faut que tu stérilises », mais la personne qui fait ça, elle connaît pas ça, elle n'a jamais étudié là-dedans. Donc, elle fait son possible, mais elle peut rater juste une étape ou deux. Puis la stérilisation, c'est noir ou c'est blanc. C'est stérile ou c'est pas stérile. Donc, à quelque part, il y a comme un impact assez grand là, sur l'instrument que tu vas utiliser. Il n'y a pas de zone grise. Exactement. C'est d'avoir les bonnes normes, là, tu sais. C'est ça. C'est pas comme la vaisselle qui sort du lave-vaisselle avec une petite tasse. C'est ça. Si, mettons tu stérilises, tu fais tout comme il faut, mais que ton instrument, tu le remets sur ton comptoir qui n'est pas propre, go, c'est fini. Ça prend pas grand-chose. Puis toi, Éric, toi, tu es vraiment le dernier arrivé. Là. Moi, 2020, un concours de circonstances un peu, des événements dans ma vie, un peu comme Lise, l'épuisement aussi. Je me suis levé un matin, puis ça a été très drastique. Je me suis assis, puis je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je suis heureux présentement dans ce que je fais? Un roulement assez rapide, on connaît tout le domaine ici public. Là. Si on rentre à l'hôpital le matin, ça va vite, on ne sait pas à quelle heure qu'on sort. J'ai dit, est-ce que je continue là-dedans? J'avais un ami en plus, j'ai perdu un ami au travers de tout ça. Alors je me suis dit, gâche, à l'aube de la cinquantaine, je m'en vais où avec ça? Puis j'ai pris la décision de prendre un recul puis de donner ma démission de l'hôpital Saint-François-d'Assise sans avoir absolument rien derrière de moi. Okay. J'ai été une semaine et demie à me dire est-ce que j'ai fait le bon choix. Puis aujourd'hui, je pourrais dire que ça a été le bon choix.
j'ai été soit chanceux ou bien positionner mes pions. J'ai parlé à Jean-Pierre parce que j'avais envoyé, je savais pas exactement c'était quoi un bloc opératoire privé. J'ai vu ça passer et il cherchait quelqu'un. Alors, on s'est parlé. Il m'a demandé, est-ce que tu es là, Éric Girard de l'hôpital Saint-François-de-l'Assise? J'ai dit oui. Là, on s'est rendu compte qu'on se connaissait. On s'est parlé, on s'est rencontrés, puis je me suis retrouvé ici, puis ça a été vraiment un bon choix de ma part là, de m'en venir au privé. Mais quand il t'a demandé « Es-tu le Éric Girard de Saint-François », ça t'a inquiété ou ça t'a rassuré? on le sait jamais, ça! Avec du recul, je pense que c'était correct. Toi, dis-moi, Éric, t'adores la musique, t'as un paquet d'autres... As-tu toujours voulu travailler dans le domaine de la santé? Pas du tout. Moi, j'ai étudié en radio-télévision au CRTC à Québec. Malheureusement, pour moi, quand j'ai sorti de mon cours, j'ai tombé dans les années où il engageait des gens connus. Je parle de Ron Fournier, de Michel Bergeron, tous les joueurs de hockey qui prenaient leur retraite, qui ont pris le micro. Alors, pour le petit jeune qui sortait de l'école, malheureusement, il n'y avait pas de place vraiment. C'était très contingenté. Je me suis rendu compte que je travaillerais probablement pas à ce niveau-là si je voulais pas m'exiler, exemple, Côte-Nord, Fermont et compagnie. Je n'étais pas prêt à ça. Okay. Alors, je suis retourné voir un conseiller d'orientation. Puis l'aide aux gens sortait beaucoup au niveau des tests. Okay. Alors j'ai décidé d'aller prendre un cours de préposé aux bénéficiaires. Puis ça m'a guidé jusqu'à l'hôpital Saint-François-d'Assise pendant 18 ans. Puis tu as gardé tout ce qui est radio, chanson, musique comme un loisir? C'est un bon loisir. J'adore chanter. J'étais un musicien un peu dans l'âme aussi. Alors je garde ça un petit peu dans ma poche dans l'arrière. On ne sait jamais. Une troisième carrière? Ou une deuxième carrière? Puis toi, Jean-Pierre... moi, à 15 ans, tu te voyais où? Je voulais être informaticien, mais moi, j'avais pas des bonnes notes à l'école, c'était compliqué. Donc, ils me prenaient pas au cégep dans le temps parce que c'était contingenté, puis ils en prenaient genre 125, puis mettons, il y en avait 3000 qui voulaient faire ça. Okay. Donc, j'ai fini cuisinier. Puis c'était ça ma porte d'entrée à l'hôpital, parce que j'ai fait cuisinier, j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux. Puis là, après ça, il y avait des postes disponibles en stérilisation, bingo. J'ai fait ça, puis ça n'a jamais arrêté. Après ça, il y a eu le cours après, puis ainsi de suite. Lise? Moi, écoute, quand j'étais vraiment petite, je me voyais puéricultrice. OK, quand même. Quand même, hein, déjà, à un très jeune âge, là, j'avais vraiment ce don de soi-là de vouloir aider les gens, puis d'être avec vraiment au niveau de la santé. En vieillissant, à un moment donné, je m'étais dit, peut-être l'enseignement. Fait que je me voyais quand même toujours... dans un rôle vraiment à vouloir aider les gens, puis finalement, comme je voulais rester sur la Côte-Nord, j'avais rencontré un gars là-bas, puis c'était plus facile, c'est pas facile une voie académique à cette île, tu sais, soit que tu travailles en bureau, en santé ou dans une usine. Oui. Fait que j'ai choisi la santé, puis finalement, j'en ai fait quand même depuis au moins 27 ans. J'avais posé la même question à Daniel il y a quelques semaines, mais la pandémie, ça a été difficile pour Opéra, Ça a été très difficile dans le sens, déjà, c'était difficile dans le sens qu'on aspirait beaucoup à avoir des contrats, avec les ententes 108, tout ça, puis quelque chose qui venait pas avant la pandémie. Puis, on apprend tout d'un coup que là, il faut qu'on ferme les portes. Moi, je dirais que j'ai quand même offert de mon temps au Jeffrey pour aller travailler de nuit à temps complet. J'étais allée sur le front, aider vraiment dans les zones rouges. Je me suis dit, tant que ça soit fermé, je vais montrer à mon équipe que je suis capable, puis que oui, il faut aller aider nos gens. On voit comment je suis capable d'aider. Puis ensuite de ça, ça n'a pas été très long qu'on a eu, on savait que là, fallait réouvrir, puis là, on avait tellement de normes à installer, tout ça, avant d'ouvrir les portes. Fait que nous, on est revenus au boulot quand même assez rapidement, moi puis Jean-Pierre. Puis là, les ententes ont éclaté avec tous les centres. Ce qu'on appelle les ententes 108. Tout à fait. Alors là, le boulot est arrivé. Okay. Dis-moi, Jean-Pierre, avais-tu peur que Opéra ferme définitivement et que tu te retrouves à nouveau à Saint-François-d'Assise? Ça aurait été possible, mais on avait plus peur de la fermeture par rapport à l'argent, parce que Opéra, les 3 premières années, là, ça a été vraiment difficile. On comptait tout, on faisait tous les postes, moi puis Lise, puis on était 8-9, on n'était pas beaucoup. Donc, c'était 2 salles par jour, pas plus, puis... Donc, c'est vraiment, on avait plus peur de la fin d'Opéra par rapport à l'argent que par rapport à la pandémie. La pandémie nous a aidés parce que,
partir de là, il y a des subventions. Puis là, ça n'a pas été long. La deuxième vague, les hôpitaux ont commencé à appeler. Puis là, c'est ça. Ça a été vitesse grand V après. À l'été, à l'été 2020? Oui, c'est ça. C'est fait. Au mois de septembre, ça avait parti. Là, puis là, les 4 salles pleines. Puis donc, un nouveau monde là, complètement pour Opéra. Une équipe qui a grandi, vitesse grand V également. Là. Beaucoup d'embauches à faire. Beaucoup d'embauches. Éric, toi, quand tu disais 2020, là, j'essaie de me rappeler, avant ou après la je mi-mars? suis arrivé quand c'est pas mal à la réouverture d'Opéra ici. OK. Quand ça a reparti, moi, j'ai été embauché. Il y avait 2 salles à l'époque. J'ai connu, comme Lise vient de mentionner, l'explosion des salles là, de 2 à 4 avec l'embauche de nouveaux visages. Ça a été vraiment un apprentissage, ou comment on pourrait dire, une adaptation assez spéciale à faire. Ça a super bien été. On a une belle équipe maintenant, puis ça bouge de plus en plus. 4 belles salles au lieu de 2. C'est comme je vous dis, le geste que j'ai fait, le move, je le regretterai jamais. Là. C'est vraiment un bel endroit Opéra MD. C'est vraiment le fun à y travailler. Lise, vous avez à Opéra une clientèle privée qui côtoie une clientèle qui vient du réseau public. Là. Parfois, les gens peuvent être mêlés, là, mais les patients du réseau public sont opérés dans une clinique privée. Est-ce que ça crée un enjeu, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience, par exemple, du patient qui vient en clinique privée, là, je parle à la chirurgie esthétique, va côtoyer un patient qui vient du réseau public via une entente 108? Est-ce que ça peut diminuer l'expérience patient pour le patient privé, par exemple? Sincèrement, je dirais que non. C'est quelque chose qui s'agence très, très bien ensemble. On fait quand même des ententes aussi avec la dentisterie pour enfants. Ça pourrait être quelque chose qui est un petit peu différent. Les enfants, des fois, peuvent être un petit peu plus téméraires quand ils se réveillent, tout ça. Fait que ça, oui, ça pourrait changer un petit peu l'expérience, mais on a l'habitude, fait qu'on les met dans un petit coin. On essaie de rendre ça agréable pour tout le monde. Je pense que la patiente qui vient ici au privé ne sait pas qui est privé, qui est RAMQ. Donc, tu sais, ça change absolument rien à ce niveau-là. Je trouve que ce qui a été plus difficile, c'est effectivement, vu qu'on a grandi en vitesse grand V, ben, c'est de mettre toutes tous les gens ensemble, de mêler toute cette grande équipe-là qui a été plus difficile, je dirais. Puis s'adapter aussi à tous les formulaires, hein, parce que les dossiers, nous, on a réduit ça au minimum. Nous, on aime prendre soin des gens et non remplir de la paperasse au privé. Tandis que là, on arrive avec les dossiers de chaque milieu peut avoir une 40aine de pages à remplir. C'est plus à ça là, qu'il faut s'adapter, je dirais, là, plus qu'à la clientèle. Parce que la 108, les fameuses ententes 108, il y a un peu de lourdeur administrative associée à ça. Tout à fait. C'est ça. J'en profite quand même pour faire mention, parce que juste pour rendre hommage à Daniel, parce que tu parlais de soins dentaires chez les enfants, une de ses premières motivations, quand il a ouvert Opéra MD, c'est d'offrir des soins dentaires aux enfants, parce que c'est une offre dans le réseau public qui est très, très déficiente. Là. Oui, tout à fait. Ça tombait comme un peu entre 2 chaises. Puis ces petits-enfants-là, il y avait besoin de soins. D'un Daniel Lapointe dans leur vie. Vous aviez combien d'employés? Je suis rendue à une 60aine d'employés. Quand même. Oui, quand même. Avec encore des projets d'embauche? Là, encore des projets d'embauche, avec le nouveau bloc opératoire qui va ouvrir là, très prochainement là, sur l'avenue Maguire. OK. Est-ce que tu es impliqué dans l'ouverture Tout à fait. Okay, donc pour nous, c'est une 5e. Donc, toi qui as quitté le CHUL parce que tu travaillais trop. Je travaille de jour maintenant. et j'ai le droit de prendre des décisions. Dis-moi, une des critiques qu'on fait souvent au réseau privé, c'est d'aller chercher des employés dans le réseau public. Là. Tu réponds quoi à ça? Sincèrement, on ne le fait pas. Je vous dirais qu'on a été, même dès l'ouverture, on avait les employés qu'on avait. Nous, on était déjà sortis, moi puis Jean-Pierre, du réseau. Tous nos employés ils étaient déjà sortis du réseau.
J'ai pas été chercher, solliciter, ni quoi que ce soit là, dans le réseau public. On n'est pas là pour amoindrir. Je pense qu'un et l'autre, on a besoin d'un et l'autre. Par contre, si les gens viennent à moi, comme je travaille beaucoup avec des retraités, je vous dirais, j'ai peut-être une dizaine d'employés à temps plein. S'ils décident de quitter pour aller faire autre chose, ne serait-ce que 4 mois, j'ai le droit de les engager. C'est ce que je fais. Okay. Mais jamais je vais dire à quelqu'un, écoute, t'es au public, non, viens-t'en chez moi, tu vas voir chez moi, c'est pas mal c'est meilleur, puis on va t'écouter, puis on va être bien pour toi. C'est vrai qu'on va l'être, mais jamais je vais aller nuire au système public. Êtes-vous, Éric, es-tu, mettons, appelé pour dire le Chute Québec? As-tu été rappelé, ressollicité? Ou, Honnêtement, pas du tout. Okay. Je m'y attendais. À être appelé? À être appelé. J'ai été appelé, j'ai travaillé quand même une dizaine d'années au Bloc opératoire, on a travaillé ensemble au Bloc. J'ai été plus sollicité par les collègues et les médecins qui m'ont dit « Qu'est-ce qui se passe? Ouais. As-tu besoin? Est-ce qu'on peut aider? » Je leur ai expliqué la situation, puis ils ont dit « Si tu es heureux là-dedans, go », puis on est toujours là. Okay. Mais la direction du CHU de Québec, honnêtement, j'ai pas eu un téléphone. OK. Moi, quand j'ai quitté, j'avais demandé de travailler les fins de semaine, parce que moi, j'avais commencé à la cité médicale, c'était pas sûr dans le temps, là, dans le sens que c'était à temps partiel, c'était 26 heures, c'était pas grand-chose de plus. Là. J'avais vraiment le goût de vivre quelque chose de nouveau. Puis j'avais dit, je pourrais travailler une fin de semaine sur 2 à l'hôpital, je pourrais vous faire ça. Puis ils m'ont dit, non, maintenant, c'est 7 jours ou rien. Ou, faut que tu donnes tes disponibilités sur 2 chiffres, 5 jours. Et là, tu dis, bon, ben, c'est impossible, je pourrais pas être avec vous autres, c'est plate. Et puis, ils m'ont vraiment dit, on peut rien faire pour toi. Pas de flexibilité. Mais c'est comme avec tous les retraités qui travaillent avec moi. La plupart ont quand même offert, parce que tu sais, c'est des filles ou des gars qui ont été dans le système public pendant peut-être 35 ans, 40 ans. Puis quand ils demandent, tu sais, ben, moi, j'offrirais 2 jours, puis ils leur disent non. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas de flexibilité. Non, mais il leur dirait, mettons, il faut que tu viennes travailler de soir ou, tu sais, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Tu sais, t'es retraité, tu veux juste, tu sais, je vais faire 2 jours, puis ça va être correct. Mais non, avec l'ancienneté, le ci, le ça, ils n'ont pas le droit. Donc, il faudrait qu'ils tassent quelqu'un qui est en complet. Donc, vu qu'ils n'ont pas le droit, ben ça n'existe pas. Je ne connais pas assez le système pour savoir qu'est-ce qui relève de l'employeur puis qu'est-ce qui relève des syndicats? Ben moi, je pense que c'est cette absence de flexibilité-là? C'est un mélange des deux, je crois. Okay. Moi, je pense qu'ils se sont attachés les mains puis ils sont lancés à l'autre, tous les deux. C'est dans le sens qu'ils ont... Ils valent ensemble. Mais ça n'a pas de bon sens. On dirait que les deux ne sont pas capables d'arriver à un consensus pour aider à grandir. Chacun tire trop sa couverte. En termes de conditions salariales, là, sans rentrer dans les détails, là, le privé, le public, est-ce que ça se compare? Parce qu'il n'y a pas de fonds de pension? On n'a pas de fonds de pension. Par contre, on a maintenant un REER collectif dans lequel on peut adhérer. Okay. Nous, en tant qu'employeur, on s'engage à adhérer dedans aussi à partir de tant d'années. On a quand même des assurances collectives également. On a un salaire concurrentiel. On n'a pas de syndicat. Ça paraît quand même sur la paye quand on regarde ça. Okay. Puis ici, le stationnement est gratuit, fait que... C'est un autre bénéfice quand même. C'est un beau privilège. Fait que oui, je dirais que nos conditions sont quand même sont très favorables. Okay. Puis de plus, je dirais qu'on a une oreille vraiment attentive. Okay. Ça fait toute la différence. Avez-vous peur qu'avec un système qui grossirait, qu'on perde l'oreille attentive puis le sentiment d'avoir une petite équipe? As-tu peur que ça puisse se perdre à long terme? Là, tu as 50 employés, s'il y en avait 150, par exemple? Non, parce qu'on a mis en place vraiment, parce qu'au départ, moi, Jean-Pierre, comme on disait, on travaillait sur le terrain. Hein? Ouais. Moi, je pouvais être autant en salle de réveil, centre de jour à laver des lits et tout ça. Maintenant, on a vraiment une belle équipe en dessous de nous. Fait qu'on on a instauré des chefs, des AIC. On est rendu avec une responsable des ressources humaines. T'sais, on a vraiment... Fait qu'on a beaucoup de gens en dessous de nous qui vont être notre sourire, notre oreille. Fait qu'on s'arrange pour que ça reste vraiment de la même façon.
Éric, te fais-tu parfois reprocher un regard, un commentaire sur le fait d'avoir d'avoir abandonné le réseau public? C'est le mot juste. Souvent, on se fait dire ça. Ah oui? Pourquoi tu abandonnes le navire lorsqu'ils ont vraiment besoin puis qu'on entend dire qu'il n'y a pas de personnel? Ben, j'ai dit, regarde, j'ai pas abandonné rien. J'ai dit, je travaille au privé. Puis il y a des ententes avec le public pour désengorger les listes d'attente. C'est que j'ai dit, dans le fond, je fais mon côté aussi. La seule chose que j'étais épuisé, c'était les horaires, les demandes de congés, toujours souvent refusées. Puis je comprends les gestionnaires. Là, j'ai travaillé avec plein de chefs d'équipe, puis d'AIC, puis tout. Puis je comprenais leur point de vue. Mais à un moment donné, je me suis dit, gars, pour moi, c'est plus ce que j'ai de besoin. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer. Mais oui, en effet, on se fait souvent dire « t'as lâché », puis il manque du personnel, puis tout. Malheureusement, chacun choisit pour être bien dans sa peau. Toi, Jean-Pierre, c'est quoi? Moi, c'est le contraire. Là. Quand on se fait des soupers, là, ben oui. Oui, mais si vous faites tous des soupers avec une gang de gens qui ont quitté... Non, ben moi, c'est des gens de l'hôpital encore. Okay, je connais la stérilisation de Saint-François. Là, d'accord. Quand on se parle, puis là, ils nous disent, c'est quand tu engages, je viendrai quand tu me le dis, tu as un poste, je suis là demain. Ils seraient prêts à venir demain, c'est sûr. Okay. Toi, Lise? Moi, sincèrement, ça ne m'est pas arrivé non plus. Okay. Au contraire, les gens étaient tristes de me perdre parce que je pense que j'étais une personne quand même clé dans mon domaine. Tout à fait. Former une infirmière de bloc, c'est quand même quelque chose, c'est du temps. Surtout que moi, je faisais vraiment salle de réveil, centre de jour, de l'endoscopie. Tu sais, j'étais vraiment polyvalente dans le système public. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que malgré que je suis au privé, je suis encore à la même place, à m'occuper des patients, ce que j'aime le plus au monde. OK. Dis-moi, tu coupes dans la progression du secteur privé là, à long terme, en quoi c'est un bénéfice pour le réseau public? Moi, je pense que notre alliance est faite pour durer, puis c'est pas pour grandir. On va toujours être... Je pense qu'on va devenir tout aussi important un que l'autre. Okay. On peut pas au privé faire tout ce que le public peut faire, tu sais, au niveau de l'oncologie, des gros cas, ce qui a besoin de soins intensifs, de ci, de ça. On pourra pas faire ça au privé. Pour l'instant. Pour l'instant. Faut pas se leurrer, parce que sinon, on va devenir un mini-hôpital, là, tu sais. On va avoir quand même les quarts de jour, soir, nuit. Ça sera plus les mêmes, dans les mêmes conditions qu'on vit là du lundi au vendredi, là. Tu sais, fait que oui, ça futurement. Qui sait? Mais moi, je vois qu'on est vraiment une alliance, faut qu'on se tienne la main, puis qu'on prenne en compte le patient, s'occuper d'un patient. C'est drôle parce que je faisais la réflexion tout à l'heure. C'est comme si la santé au Québec, c'est comme la religion. Puis là, on peut pas attaquer le réseau public. Là, c'est comme si on critiquait l'Église dans les années 50. Mais ça a été très fort aussi. Non, c'est ça. Puis là, on peut pas critiquer le modèle. Puis le modèle ne fonctionne pas, ou on peut pas challenger le modèle, puis tu sais, moi, jusqu'à il y a quelques temps, j'étais pas mal contre le privé, là, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Puis actuellement, je me dis, dans les faits, ça fait 60 ans qu'on a le régime tel qu'il fonctionne maintenant, puis ça fonctionne de moins en moins bien, puis là, on s'attendrait à ce que ce soit la structure qui nous a amenés là, qui nous en sorte. Quand tu penses à ça, ça peut pas fonctionner. Ouais. Moi, je pense que c'est des trop grosses institutions. Des trop grosses boîtes. Oui, puis un moment donné, c'est toujours trop de comités, trop avant de prendre des décisions. Nous, ici, il arrive quelque chose, on se pose une question, on se trouve une solution, puis on agit. C'est ce qui fait la différence. On n'a pas besoin de se poser 15 comités, puis s'étirer ça sur un an et demi, puis aboutir au bout que ça ne sera même plus d'actualité. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut prendre les choses en main, puis c'est ce que nous, on fait. Mais au privé, on peut se le permettre si c'est plus petit pour l'instant. Mais je pense que c'est ça, la problématique est là. Tu as assez de recul pour avoir une idée sur les coûts, à savoir si as-tu l'impression que ça coûte moins cher faire une opération? Bien, moi, je pense que le public apprenne aujourd'hui ce que ça coûte une chirurgie. Le public ne savait pas ce que coûte une chirurgie. Maintenant, à cause de nous, ils ont des prix à mettre. C'est quand même quelque chose. La différence par rapport au public, c'est que nous, la façon qu'on est payé, c'est par opération, tandis qu'à l'hôpital, ils sont payés par opération, mais ils ont un budget pour les machines, ils ont un budget pour les locaux,
un budget pour tout. Donc, ça finit que c'est plus que les opérations qui payent. Donc, il y a tout l'ensemble qu'on paye autour de tout ça. Le réseau privé, toi, à long terme, Jean-Pierre, tu le vois grossir ou atteindre un équilibre? Moi, je pense qu'on va grossir. Il va y avoir des cliniques de toutes les sortes. Puis un jour, la carte soleil sera le passeport pour aller dans toutes ces cliniques-là privées. Okay. Moi, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est ce que je vois. Éric, toi, quand tu travailles dans une clinique privée, maintenant, es-tu, entre guillemets, plus conscient des coûts, de l'économie, des ressources? Parce que je dois dire que moi, je vais m'en confesser, même quand je suis ici, on dirait que j'essaie de dépenser moins de fil. Tu sais, je fais comme, de faire des nœuds... moi, j'ai la réputation de faire des nœuds avec beaucoup de fils. On s'en souvient. Ici, je me retiens. J'ai connu les deux. Okay. En étant au bloc, je me souviens qu'on ramassait des fois ensuite les salles, puis on jetait des items qui n'avaient pas été utilisés. Ici, je me souviens, quand je suis rentré, Jean-Pierre, il dit « Regarde sur la table, il dit, tu vas voir, ils ont pris le minimum. Ouais. Par contre, s'ils ont besoin, ils savent très bien qu'ils peuvent aller en chercher. Ouais. » Mais ça, j'ai apprécié ce geste-là parce que j'ai tellement jeté d'affaires là, des fois au public en disant « Ils l'ont ouvert au cas, mais ils n'ont pas eu besoin. » C'est ça. Puis depuis que j'ai ma nouvelle tâche en approvisionnement, ben là, je vois les coûts passer, puis ça n'a pas de bon sens acheter du matériel. Là. C'est que ça, j'apprécie de plus en plus de voir que c'est de l'économie, mais c'est de la réflexion. C'est une belle conscience. C'est ça, c'était en plein ce que le mot je cherchais. Là. Au niveau de la conscience, c'est important. On parle d'écologie, puis on parle de recyclage depuis des années. Je pense qu'on jette tellement on le sait, dans les niveaux des hôpitaux, on jette tellement de carton, papier, plastique. C'est épouvantable, la quantité. Mais même juste les sutures mécaniques, là, les hauts casous, là. Non, c'est ça. Hey, c'est à coût de 500 $ de l'appareillage. Non, il y a des autosutures mécaniques à batterie ou à pile. Oui. La pile est jetable, c'est usage unique, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, on se laisse sur ce scandale, on prend une pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Lise, où le vois-tu Opéra dans 5 ans, 10 ans? Ou... Quelle grosseur d'entreprise avez-vous? J'imagine que vous avez des discussions, ce qu'on appelle des plans de croissance. Effectivement. Notre patron, c'est un artiste. Hein? OK. Il y a toujours des belles idées. Donc, écoutez, ce qu'on voit dans 5-10 ans, c'est sûr le nouveau bloc qui va ouvrir. Premièrement. Ensuite de ça, on voit avoir une nouvelle salle d'opération ici. On veut avoir un endroit où on va être capable de coucher quand même des patients. On se voit probablement pour 1 nuit, 2 nuits, au gros maximum pour l'instant. Après ça, on voit probablement un centre d'endoscopie. OK. Aussi, on aimerait peut-être avoir un centre... On parle d'endoscopie pour les gens, c'est coloscopie, gastroscopie. Tout à fait. OK.
peut-être petite chirurgie mineure également, OK. qui serait annexée avec ça. Puis on voit aussi peut-être pour les cataractes, là, pour avoir un centre, là, probablement pour ça aussi. OK. Quand tu me parles de coucher un patient 2 nuits, il y a des enjeux de permis. Ici, c'est possible de le coucher 24 heures. C'est déjà possible. 23h59. Non, C'est ça. ben... Non, c'est vraiment ça. Oui. Puis dans le futur, là, on est en train de travailler pour que le permis change pour qu'on puisse plus de 3 jours. Là. J'ai hâte de voir ce que le gouvernement va faire avec ça. Ouais. Mais Parce qu'on parlait tout à l'heure, tu parlais de faire de l'oncologie, des choses plus lourdes. Si on ouvre les permis, là, ça devient vraiment... Ça va être au niveau de la pathologie, je crois qu'on va avoir quand même une petite problématique. Tu sais, à l'état frais, des choses comme ça, ça va être... Je pense que l'enjeu serait vraiment à ce niveau-là. Fait, c'est pour ça que je ne le vois pas pour l'instant. Là. OK. Toi, Jean-Pierre, l'opéra dans 10 ans... Elle a à peu près tout nommé, mais moi, je nommerais aussi un hôpital multidisciplinaire. Tu sais, le gouvernement a dit qu'il aimerait ça, des hôpitaux à Québec, à Montréal, privés. Là, il a dit comme une phrase là, pendant les élections. Donc, je me dis, est-ce que ça va aller jusque-là? Mais je pense qu'il aimerait ça participer à ça, Dr. Lapointe. Je pense qu'il voit ça jusque-là. Toi, Éric, le jeune homme du groupe. Ouais, voilà. Mais moi, pour avoir connu depuis mon arrivée en 2020 avec, comme je vous parlais tantôt, 2 salles, puis là, on est rendu à 4. Puis je connais également mon patron, Dr. Lapointe. Là. La phrase unique que je pourrais vous dire, c'est « the sky's the limit ». OK. Parce qu'il voit ça grand, puis c'est son bébé, puis Jean-Pierre, Lise est avec lui, puis... je pense que ça va juste grimper. Puis pour le mieux, je veux pas que les gens aient peur du privé. Là. On n'est pas là pour nuire, on est là pour aider puis désengorger les listes d'attente. Je pense qu'il y a un travail commun à faire, puis ça va être juste pour le bien du patient uniquement, that's it. Est-ce que je me trompe si je disais que Daniel, c'est un visionnaire? Puis vous êtes vraiment les gens plus de terrain? Est-ce que... Puis je dis pas ça de façon non, péjorative. Tout à fait, non. Parce que dans une compagnie, ça prend les deux. Là, tout à fait. Je pense qu'on est moi et Jean-Pierre, on est vraiment les personnes de terrain. Mm-hmm. Donc, chacun dans notre secteur, on a les réalités pour nos professions. On se complète réellement bien. Dan, c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'idées. Parfois, il lance, des fois, sont peut-être farfelus. Il en est conscient. Okay. Mais c'est pas tout mauvais que ça soit farfelu, parce que des fois, oui, on peut retenir des brides de ça parce qu'on dit que moi, ça le mérite qu'on y réfléchisse. Puis on peut se lancer vers quelque chose d'autre après, là, mais on a vraiment nos forces dans chacun de nos secteurs. C'est ce qui fait notre force vraiment, nous, dans notre équipe. Puis on s'écoute. Ça, c'est toujours bien. Hein? Mais pour avoir lu un peu là-dessus, puis il y a beaucoup de compagnies qui sont basées là-dessus. Là, ça prend des visionnaires, puis ça prend des gens qui exécutent. Puis si on n'a pas la bonne chimie entre les deux, si le visionnaire est tout seul... Puis en général, les visionnaires aiment moins faire de la micro-gestion. Tout à fait. Abandonnent les projets en cours de route s'il n'y a personne pour... Effectivement. Mener à bon port. Là. Mais c'est surtout les idées qu'il y a, parce qu'après ça, il lance ça dans l'air, puis il ne s'occupe pas vraiment de la gestion autour de ça. C'est vraiment parti. Puis il y a toujours l'impression que c'est très, très facile. C'est vraiment ça. C'est facile de mettre des gars rentrer dans une salle. Hein? Lise, c'est quoi pour toi la santé, là? Toi qui est dans le réseau depuis fort longtemps, comme moi, comme Jean-Pierre, Éric? Pour moi, la santé, c'est d'être bien, autant physiquement que psychologiquement. C'est un tout. La santé, c'est ce qui nous permet d'être capable de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, mordre dans la vie. Puis si t'es pas en santé, ben c'est un peu la maladie. La santé, pour moi, c'est vraiment d'être bien psychologiquement et physiquement. C'est une belle hygiène de vie aussi. Un combo. C'est un gros combo. Comme le combo visionnaire-intégrateur dans une compagnie. Éric, toi, la santé? Moi, j'ai toujours divisé ça en 3 secteurs. Un peu comme Lise, mais j'ai rajouté, moi, j'ai toujours eu physique, mental et social. Ah. Je trouve que le côté social est important. Tu sais, on travaille fort, on bouge, mais prendre un verre avec des amis la fin de semaine, on dirait que c'est essentiel. Puis c'est ce qu'on a vécu aussi durant la pandémie. On était isolés. Puis les gens, il y en a beaucoup qui ont eu de la difficulté avec ça. Puis on entendait dans les médias que l'augmentation des pilules avait... Ben, je pense que le social est aussi important que le corps, le physique et le mental. Là. Pour moi, c'est ça la santé.
C'est que... Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est vraiment l'équilibre du physique, mental, même voir des gens. Puis je rajouterais que moi, j'ai déjà été malade, j'ai déjà eu un pépin puis de santé. Puis c'est quand tu l'as pas que tu t'aperçois que tu n'es plus en santé. C'est tant que tu es en santé, tu comprends pas c'est quoi la santé. Aussitôt que tu es malade, tu as vraiment quelque chose, ça casse. Là, tu comprends que ça te manque, là, tu sais, puis que tu pourras plus, mettons, jamais faire quelque chose. C'est là que tu sens que tu as perdu quelque chose. Puis la santé, tu dirais tu le perds, puis ça, en tout cas, tu espères le retrouver, mais tu as peur, tu sais, c'est ça la santé. Puis ça, comme on a ça souvent, se paye pas. Comme on a souvent entendu, justement, là, ça s'achète pas. Là. C'est que c'est important d'essayer de faire le maximum pour la garder. En effet, je suis d'accord avec Jean-Pierre. Tu parlais du côté social puis des impacts de la pandémie. Je trouve que c'est dur à revenir. Moi, on dirait que... Tu sais, comme moi, On a pris des mauvais plis. Ben, un peu, là, tu sais. Moi, je trouve que les gens angoissent. On dirait que les gens, ils ne reviennent plus. Tu sais, ou c'est les réseaux sociaux qui sont plus forts qu'avant. Là. Je ne sais pas si c'est un ou l'autre, là, mais je trouve que les gens ne reviennent plus relax. Ils sont tous stressés. Les nouvelles, c'est stressant. Les réseaux sociaux, tout le monde est en crise. Tout le monde est fâché. Oui, mais parce que la misère, ça se vend mieux que les bonnes nouvelles aussi, dans les médias. Là. Lise, penses-tu que le gouvernement va essayer de mettre des barrières au réseau privé au cours des prochaines années? Ou es-tu plutôt optimiste? Moi, je suis optimiste. Okay. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on forme une belle alliance, puis que la place est là pour toutes les deux. On est réellement là, toutes les deux. Dans notre but premier, je pense, c'est les patients. Mm-hmm. Puis je pense que le réseau, il se rend compte de ça. Puis moi, je vois juste que les demandes vont être encore plus grandes. Okay. Toi, Éric? Je suis un peu d'accord avec Lise. Depuis que je travaille dans le domaine de la santé, moi, le but numéro 1, c'est le patient. Moi, je ne suis pas infirmier. Je suis pas, en étant préposé aux bénéficiaires, bien, on sait que l'idée première, c'est le patient directement. Des fois, ici, j'ai vu la différence quand je suis arrivé du public au privé. Mm-hmm. Les gens partent de la salle d'attente puis nous disent hey, « merci beaucoup ». Au privé, des fois, j'ai tellement vu de gens partir fâchés à cause de l'attente ou whatever. C'est sûr que c'est différent. Tout ce qu'on veut, c'est que le patient soit guéri, soit satisfait, puis soit heureux, puis reparte le plus rapidement possible dans une vie normale. C'est sûr qu'il y a des petites différences, là, parce que ma fille a été opérée ici il n'y a pas longtemps. Puis, elle a été accompagnée par une de vos collègues jusqu'à la voiture. Mm-hmm. Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais vous ramener la chaise roulante. Elle dit, non, je vais y aller avec vous. Ben, je vais amener l'auto près de l'ascenseur. Non, je vais la rouler jusqu'à l'auto. C'est le service VIP. J'aime ça. J'aime ça entendre ça, c'est la réalité. Toi, Jean-Pierre, vois-tu des barrières moi, je pense installées par le réseau public? Moi, je pense qu'on est dans un tournant, puis on voit le gouvernement un peu plus s'ouvrir. Avant ça, c'était fermé. On n'avait pas le droit d'en parler. Tu sais, comme tu disais, les gens... le privé était là pour voler les gens. C'est de même qu'on voyait ça. Puis là, je sens une plus grande ouverture. On voit que c'est pour le bien du patient, c'est pour un avenir meilleur, tu sais, plus que les gens aient de service. Donc, moi, je vois le futur vert de notre côté. Là. Auriez-vous peur... c'est tellement politisé, la santé, là, qu'on change de gouvernement, on tombe sur un autre parti politique, puis qu'on vire ça de 180 degrés. C'est quelque chose où... Je pense pas que ça peut retourner. On est trop avancé. On est trop avancé. Les plateaux au niveau du réseau public, c'est pas toujours facile. Hein? Les plateaux opératoires, on sait qu'il y a beaucoup de démissions. Les employés sont au bout du bout. Fait que, c'est ça. Fait que je pense que notre plateau technique est très, très, très important. Là. Il fait toute la différence pour les listes d'attente là, pour les patients. Mm-hmm. Éric, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui? Je pense que j'essaierais de changer l'organigramme. Pour l'alourdir. Non, mais enlever des bulles. J'ai vu la différence ici puis au public. Au public, tu te poses une question, il faut que ça passe entre 7 mains. Ici, je rentre dans le bureau où on est installé présentement, je croise Lise, je croise Jean-Pierre, je pose ma question, puis souvent, 1 heure après, 15 minutes après, c'est réglé. Là,
c'est ce que je trouve lourd au niveau du domaine public. Alléger l'organigramme. Oui, c'est en plein ça. Parce que il y a trop de prises de décision prises par trop de personnes. C'est ce que j'ai apprécié le plus depuis que je suis rendu ici. Je pose une question, c'est réglé, j'ai ma réponse. C'est pas plus compliqué que ça. Toi, Jean-Pierre? Moi, je remettrais... moi, j'ai travaillé à Montréal dans le temps, là, puis j'étais à l'Hôtel-Dieu de Montréal, puis c'était un petit centre dans le temps, puis je pense qu'il faut revenir à ça. Un petit centre, une appartenance, t'es fier de ce que tu travailles, c'est bien fait, ton patron, tu le connais, tu connais les gens autour de toi. Il y a comme une famille qui s'installe, t'es fier, t'aimes les gens, t'aimes où ce que tu travailles. À cette heure, avec les gros centres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que t'aimes plus ta job, tu t'en vas dans l'autre centre, le monde, il disparaît, c'est jamais le même monde, c'est des horaires décousus. Il n'y a plus de 5 jours en ligne. Donc, je pense qu'il faut revenir à ça. Puis écouter les employés, dans le sens que quand il y a des horaires qui n'ont pas de bon sens, des 2 chiffres de jour, 2 chiffres de soir, 1 de nuit, il faut revenir à la petite affaire qui fonctionne, comme un petit restaurant, mettons, parce que tout le monde se connaît. Puis tu résumerais ça par réduire la grosseur des... De remettre des petits centres. Au lieu d'avoir vraiment des petits centres ou des petites cliniques où ce que tu veux faire de la colonoscopie, ben c'est un petit centre, c'est uni, tout le monde se connaît, c'est bien fait, tu te sens chez vous quand tu rentres là. Ça aiderait les employés puis les gens à se sentir plus chez eux, moins... plus personnalisé, parce que c'est ça le problème. Dans les hôpitaux, c'est tellement grand, on se perd en plus. Y a pas de, tu te sens pas bien nulle part là-dedans, je pense. Lise? Moi, ce serait l'humanisme pour les patients puis pour le personnel soignant. OK. Je trouve qu'on a perdu ça beaucoup avec les années. Le personnel est à bout de souffle. Souvent, moi, j'entends les gens parler qui sont pas dans le milieu, puis moi, ils savent que je suis dans le milieu de la santé, puis ils me disent « Ah, mais j'ai l'impression que tout le monde qui abandonne les patients. » Non, ils sont épuisés. Il faut qu'ils pensent à leur santé, à eux aussi. Tu peux pas soigner quelqu'un quand toi, t'es pas bien, tu sais. Ça devient difficile. Fait que moi, je pense qu'il faudra revenir là. Éric, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde... Là, j'ai un doute sur ta réponse, mais bon... Là, à cette réponse, en y pose, j'ai hâte de voir. À cette réponse-là, je vais vous dire 2 personnes. OK. J'ai perdu mon père en 2009. OK. Puis on sait quand on perd quelqu'un qui est quand même pas vieux, les dossiers sont pas tous réglés. OK. Je vous dirais que la première personne, je dirais mon père. OK. Mais la deuxième, vous l'avez deviné, ça serait mon idole Elvis Presley. J'ai dit à la fin, je sais pas, c'est Elvis. J'ai été démasqué. Jean-Pierre, toi? Moi, René Lévesque. Ah? J'aimerais ça qui m'explique les conflits. Moi, j'aimais ça que quelqu'un, un vulgarisateur, là, je trouve ça, il me semble intéressant, ça manque. Puis j'aimerais ça comment il ferait fonctionner notre société en ce moment. Okay. J'aimerais ça entendre ça. Tu sais que René Lévesque n'aimait pas beaucoup les médecins, hein? Puis il avait plus ou moins confiance... Non, mais il a fait des affaires pour le système public. Oui, là, tout à fait. C'était vraiment dur. Là, quand il a réduit 10%, là, tout le monde voulait l'abattre dans ce temps-là. Là, c'était vraiment... Là, les syndicats étaient vraiment fâchés là, après René Lévesque. Mais j'aimerais ça pareil. Je pense qu'il y aurait quelque chose un peu nationaliste aussi. C'est un là, très bon choix. Il y a ça aussi. Là, mais... Lise? Moi, je dirais Mère Teresa. OK. Oui, parce que je trouve qu'elle, naturellement, elle incarne l'altruisme, la bonté, le dévouement. Je pense que c'est vraiment des valeurs qui me rejoignent. Puis je trouve qu'on a vraiment tous à apprendre d'elle. Beaucoup, beaucoup. Ça serait elle. C'est bon. Alors, le palmarès, tu vois, René Lévesque, je pense que c'est la 3e fois. Mère Teresa, 2. Ah, Elvis, 1. Alors, je suis unique. Je cherchais pas, je suis unique. C'est bon, excellent. Une dernière pensée, Lise, peut-être, avant de conclure? Ou... écoutez, je vais vous la lire. Ça va peut-être être moins difficile. Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. C'est une pensée d'Henry Ford. Je trouve ça intéressant. Merci. Moi, je veux juste dire que tout le monde est important dans un bloc opératoire, donc il faut penser préposé à l'entretien, préposé, stérilisation. C'est tout un ensemble. C'est une danse que tout le monde fait. Puis je pense qu'on devrait plus penser qu'on est tout important dans la chaîne. Il faut tout danser ensemble pour qu'à la fin, ça soit beau. Puis je pense que c'est ça qu'il faut remettre en place. Ça, on en prend conscience quand certains maillons
s'affaiblissent ou cassent. Dans tes maillons, j'ajouterais les infirmières et les oui, médecins. C'est parce qu'on parle souvent des docteurs et des infirmières. Tout à fait. C'est pour ça. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus parce que à Saint-François d'Assise, dans la dernière année, il y a eu une crise au niveau du personnel en stérilisation. Okay, ça, vous êtes encore dedans. Vous êtes encore dedans, je pense. C'est ça. Mais on en entend moins parler, mais... Puis on a toujours pris pour acquis que ça fonctionnait tout seul, ça. C'est ça. Oui. C'est comme si c'était des machines. C'est pas des souffle. machines, c'est des êtres humains. Il n'y a personne qui vient les voir pour leur dire on va trouver des solutions. Ils sont laissés à eux-mêmes. Puis tant que la machine ne cassera pas, ils n'ont pas d'écoute, ils n'ont rien. En ce moment, je vous le dirais que ça va très mal. Là. Ils ont besoin. Donc, Éric? Je suis un gars qui aime rire, je suis un gars qui aime avoir du fun. Puis j'ai une phrase que je répète à bien des gens. C'est beau la vie. C'est ma phrase. Si les gens se tiennent avec ça, aimez-vous, travaillez, soyez heureux, puis dites-vous, au lieu de toujours essayer de niveler vers le bas, c'est beau la vie, on avance, puis c'est une équipe la vie. Hein, si tout le monde se tient la main, là, le maillon, il lâchera jamais. On ne peut pas imaginer une meilleure façon de conclure. Chers amis, merci Éric. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. merci. Merci Lise. Merci. Bye.